Il est midi. Les gens continuent à se connecter tranquillement, mais on va quand même démarrer puisque on a quand même beaucoup d'informations à vous transmettre, là. Donc, je propose de tranquillement commencer. Avant de commencer officiellement, je me présente, François Laplante-Lévesque. Je suis le président du syndicat des employés de soutien de l'UQAM, le SURCAM, et je suis aussi porte-parole syndicale à la table réseau de négociation pour les régimes de retraite et les assurances collectives. Donc, comme vous le savez, notre régime d'assurance collective est partagé entre 28 syndicats représentant environ 10 000 membres, employés de soutien et professeurs. Euh, je fais un bref historique là, de ce qui s'est passé dans les dernières années. Donc, ça fait assez longtemps qu'il y a beaucoup de membres de nos assurances collectives qui veulent des changements, par exemple, avoir le régime dentaire, avoir les lunettes, avoir plus de couverture pour les soins psychologiques. Il y a eu des tentatives par le passé de modifier notre régime d'assurance, mais ça s'est toujours avéré infructueux, notamment en raison des coûts que ça représentait d'augmenter ces couvertures-là. Dans les dernières années, il y a eu encore une volonté de négocier donc à la table réseau, donc la table qui est paritaire employeurs et syndicats, pour arriver à une entente sur une proposition d'un nouveau régime. Ces négociations-là ont achoppé et finalement, l'employeur nous est revenu avec une proposition finale de nouveau régime d'assurance collective. Donc, ce n'est pas une proposition qui est négociée. Évidemment, la partie syndicale, le CIRAC, qui est le cartel intersyndical pour les régimes de retraite et les assurances collectives, donc qui est le regroupement des 28 sections locales. On a fait des représentations, on a réussi à changer quelques petites choses, à obtenir quelques petits gains de ce côté-là. Mais en général, c'est une proposition de l'employeur. C'est une proposition où il a essayé de faire une assurance collective qui répondrait aux nouveaux besoins, donc le dentaire, les lunettes, les soins psychologiques, sans que ça coûte trop cher. Pour y arriver, bien évidemment, il a fallu qu'il coupe sur d'autres protections. C'est ce qu'on va voir. C'est un projet qui est plus flexible, dans le sens que où c'est un projet d'assurance collective à deux modules. Donc, chaque membre de l'assurance collective vont pouvoir choisir entre la protection du module A, qui est une protection beaucoup plus faible, mais qui coûte pas grand-chose comme prime d'assurance, et le module B, qui couvre beaucoup plus de choses, mais qui coûte plus cher. Donc, c'est un choix qui va être donné à chaque membre, qui va pouvoir aussi être modifié dans le temps. On va y revenir tout à l'heure. Donc, en ce moment, on est en consultation auprès des membres des 28 sections locales pour savoir si vous désirez qu'on modifie, qu'on abandonne, dans le fond, notre régime d'assurance collective actuel pour aller vers ce nouveau régime d'assurance collective-là qui serait à deux volets. Euh, il y a eu par le passé, il y en a peut-être plusieurs parmi vous qui y ont assisté, il y a eu par le passé des présentations d'une firme d'actuaires qui s'appelle Normandin-Baudry, qui est la firme d'actuaires mandatée par l'employeur qui a aidé à élaborer ce nouveau régime-là. Donc, c'était des présentations patronales, si on veut. Mais le CIRAC, nous, on a tenu à faire une évaluation actuarielle syndicale. Donc, on a mandaté la firme d'actuaires PBI, qui est une firme qui est habituée de travailler avec les syndicats, là, pour nous analyser cette offre-là d'un nouveau régime d'assurance collective, mais d'un point de vue syndical, donc du point de vue des membres et non pas du point de vue des patrons. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait l'analyse, ils ont présenté leur rapport d'analyse au CIRAC, aux membres du CIRAC, et là, on leur a demandé de faire des séances d'information auprès de tous les membres pour leur expliquer un peu leurs conclusions, nous allumer sur les choses qu'on doit savoir, les choses qu'on doit voir dans cette nouvelle proposition-là, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée, à savoir si on garde notre régime actuel ou si on change vers le nouveau régime. Donc, je vous invite à consulter vos sections locales si vous avez plus de questions sur les votes, sur la consultation. En principe, chaque section locale devrait vous consulter dans les semaines qui viennent.
Mais pour l'instant, je vais laisser tout de suite la parole à Alexandre Léger et Stéphane maintenant de PBI qui vont nous faire leur présentation. Avant de continuer, vous le voyez, on est dans un mode webinaire, donc c'est-à-dire que par défaut, vos caméras, vos micros sont fermés. Il y aura une période de questions à la fin de la présentation où on va pouvoir vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions aux actuaires. Entre-temps, dans le bas de votre écran, il y a une section Q&A ou Q&A, si vous avez Zoom en anglais, qui vous permet de poser des questions par écrit. Et pendant que Alexandre fera la présentation, Stéphane et moi, on essaiera de répondre au maximum de questions dans le Q&A, dans le Q&A, en fait, pour limiter, en fait, au maximum la période de questions à la fin. Donc, si on peut vous répondre à l'avance, ça va nous faire plaisir de vous le faire. Donc, et je tiens à mentionner aussi que cette rencontre est enregistrée. On va pouvoir la rendre disponible à tous après cette semaine. Probablement que ça va vous être envoyé. On ne rendra pas disponible la période de questions pour une question de confidentialité des échanges, là, pour que tout le monde se sente à l'aise de poser les questions qu'ils veulent sans que ce soit diffusé à tous après. Mais la présentation va être disponible, de même que le PowerPoint aussi qui vous sera envoyé. Donc, pas obligé de prendre des captures d'écran ou de prendre des notes, ça va vous être envoyé cette semaine. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Alexandre pour la suite. Merci bien, François. Donc, c'est ça, comme François mentionnait, moi et Stellan, on travaille chez la firme PBI. Ça va faire déjà, dans mon cas, ça fait déjà au-dessus d'une dizaine d'années que je travaille pour eux et environ bientôt 10 ans là, dans le domaine aussi du régime d'assurance pour divers clients syndicaux. Que ce soit au niveau de la modification de certaines composantes au régime ou au renouvellement, là, bref, les différentes discussions qu'on va avoir avec un assureur afin de déterminer la tarification. Stellan aussi elle a de l'expérience là, au niveau avec de certains assureurs avant qu'elle joigne chez PBI, donc elle va être très en mesure de répondre là, à vos différentes questions. Donc, je vais vous partager mon écran à l'instant. C'est la présentation des modifications proposées au régime d'assurance collective, là, et comme mentionnait François, c'est la proposition ici de l'employeur. Donc, vous devriez voir à l'instant la présentation. C'est la même présentation qu'on a fait le 10 avril dernier ainsi que celle d'hier. Donc, cette présentation-là va être séparée en 4 sections. La première section, ça va être les modifications au régime. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui change au niveau des différentes prestations qui seraient payées en cas de décès ou en cas d'invalidité ou là, pour le remboursement là, de certaines de vos réclamations en assurance maladie. Puis, on va voir aussi, là, naturellement, là, les soins dentaires et les soins de la vue. L'autre section ensuite, ça va être la modification du partage de la prime. Naturellement, il y a beaucoup de modifications au régime, donc ça cause naturellement des modifications aussi là, au coût du régime, à la prime que vous devez verser. Le partage aussi a été revu en conséquence là, avec l'ajout des modules A et B là, dans le régime proposé. La troisième section, ça va être une des petites parenthèses, je dirais, sur le simulateur. En fait, pour ceux qui sont pas encore, qui n'ont pas encore eu la chance d'aller le voir ou le consulter, il existe un lien maintenant là, où on a la chance de déterminer entre le module A et le module B, lequel qui nous convient le mieux selon un certain profil ou un certain scénario, là, je vais dire de nos dépenses là, en maladie. Par ailleurs, ce simulateur-là est disponible maintenant, malgré que le régime va entrer en vigueur si, naturellement, ça va de l'avant, vers le 1er janvier 2026. Et dans le fond, ben, ce simulateur-là vous permet actuellement de faire les tests et de déterminer, voir si c'est mieux avec le régime actuel ou avec le module A ou le module B. Finalement, il va y avoir la période de questions à la fin de la présentation. Donc, si on commence avec les modifications au régime, on va commencer avec la première garantie. Là, chaque section va être séparée là, pour les différentes garanties. On va commencer avec celle de l'assurance vie. Et juste avant de continuer, ici, on va seulement mentionner les modifications au régime. Donc, tout ce qui n'est pas mentionné là, dans la présentation,
Ça veut dire que présentement, ça demeure les mêmes couvertures que votre régime actuel. Par exemple, l'assurance voyage ou d'autres frais médicaux, là, comme une béquille, par exemple, ou des frais d'hospitalisation. Donc, une des modifications au niveau de l'assurance vie, mais c'est la prestation au décès. Donc, c'est le montant qui serait versé en cas de décès. Ici, on parle seulement pour les participants actifs. En passant, au niveau des participants retraités avant 65 ans, il n'y a pas de modification au régime. Donc, la prestation au décès passerait de 3 fois le salaire à 2 fois le salaire. Et l'autre modification, c'est la réduction qui arrive à compter d'une certaine âge. Présentement, le montant diminuait de 10% entre 50 ans et 80 ans. Maintenant, il y aurait une diminution unique à 65 ans de 50%. Donc, à partir de 65 ans, si vous êtes toujours actif, au lieu d'avoir une prestation au décès de 2 fois le salaire, mais ça serait une prestation au décès de 1 fois le salaire, finalement. Euh, Naturellement, aussi, toutes les autres protections, là, comme je mentionnais, là, il n'y a pas de changement. C'est la même chose aussi pour la protection d'assurance mutilation accidentelle de base, qu'on nomme parfois le DMA. Elle aussi, il n'y a pas de changement. Une chose à noter pour cette protection-là, en fait, c'est la perte du salaire, là, de 1 fois le salaire là, entre cette protection-là. Mais il serait possible pour les membres qui veulent de transférer ce montant-là en assurance vie facultative et ce, sans preuve d'assurabilité. C'est quand même un plus, je dirais, là, si jamais vous vouliez conserver là, votre montant d'assurance comme vous avez avant. Naturellement, une fois le salaire supplémentaire ou qu'on vient de perdre, mais il serait entièrement là, à la charge du membre vu que c'est une assurance vie facultative. Par contre, ce choix-là, sans preuve d'assurabilité, va être fait dans un court délai. Présentement, on ne connaît pas encore le moment ni le délai qui va être accordé, mais normalement, ça devrait être fait vers l'implantation du régime, si jamais ça va toujours de l'avant. Et donc, ça serait un délai, naturellement, c'est un délai assez court. Là. On parle souvent, là, par mon expérience passée, là, normalement, vous avez 1 mois ou 2 maximum afin de faire ce choix-là. Sinon, dépasser ce délai-là, mais là, on se retrouve avec l'assurance vie facultative, que je vais dire standard, qui va peut-être nécessiter une preuve d'assurabilité à ce moment-là. On va voir aussi ici, là, à la prochaine diapo, un exemple là, de l'évolution de la prestation d'assurance vie là, en cas de décès. Ici, l'exemple a été fait pour un salaire de 80 000 et d'ailleurs, c'est aussi le salaire qui va être utilisé dans les exemples plus loin dans l'assurance salaire de courte et de longue durée. Naturellement, le montant va varier en fonction des dollars ou du salaire que vous gagnez. Là. Ici, on s'est limité seulement à un exemple. Là. On sait qu'il y a quand même un écart important là, de salaire là, à travers les différents groupes. Bref, on a déterminé là, ici là, tout simplement que c'est un salaire de 80 000. Tout ça pour dire l'effet quand même devrait rester similaire. Là. Naturellement, si on gagne moins, c'est un peu moins. Si on gagne plus, c'est un peu plus, mais l'effet devrait rester la même. Donc, si on regarde maintenant pour la première ligne, le 50 ans et moins, mais quand on parle de votre régime actuel, pour quelqu'un qui gagne 80 000, habituellement, va avoir droit à une prestation de 240 000 et après la modification, bien, ça serait ici 160 000 en cas de décès. Là, dans le régime actuel, à compter de 50 ans, le montant diminue graduellement de 10% par année jusqu'à 80 ans là, pour éventuellement là, atteindre le minimum qui est prévu, là, le 2 000 $. Et ici, c'est toujours si on est un participant actif. Là, pour un retraité, c'est le volume actuel qui s'applique, tout simplement, avant et après, là, avant et après dans le régime proposé. Ensuite de ça, au niveau du régime proposé, mais comme vous pouvez voir, bien, le montant de 160 000 va demeurer jusqu'à 65 ans. Rendu à 65 ans, le montant diminue de 50%, donc, mettons, à 80 000 et ainsi de suite là, pour les années futures jusqu'à 80 ans pour atteindre encore une fois le 2 000 $.
Naturellement, ici, c'est un exemple seulement. Je n'ai pas considéré ou n'avons pas considéré d'augmentation du salaire, là, mais naturellement, le montant augmente aussi là, avec vos augmentations de salaire. Tout ça pour dire, vous pouvez prendre pour acquis ici, dans l'exemple, c'est quelqu'un qui a 80 000 qui a 50 ans, ou une autre personne qui est rendue à 51 ans, 52, etc. Bref, tout ça pour dire que c'est juste aux fins d'illustration. La prochaine protection, c'est au niveau de l'assurance invalidité de courte durée et l'assurance invalidité de longue durée. Juste avant, là, on a reçu des questions là, les dernières séances et on a décidé d'avoir peut-être une approche légèrement différente aujourd'hui. Juste avant, afin de vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe en assurance invalidité. Donc, présentement, dans le régime actuel, si quelqu'un devient invalide, ben, les 4 premières semaines, il va recevoir, on appelle ça la continuité de salaire. La continuité de salaire est prévue dans vos conventions collectives. Normalement, ça va varier d'un montant qui correspond entre 80 et 100 du salaire pour les 4 premières semaines de votre invalidité à partir du moment que vous tombez invalide. Rendu à la 5e semaine, c'est le régime d'assurance qui embarque. La 5e semaine, en fait, présentement, on appelle ça ici l'assurance invalidité de courte durée. Elle est vraiment courte, en fait, dans votre régime. Là, elle ne dure qu'une semaine. Et par la suite, à partir de la 6e semaine et plus, jusqu'au moment où vous revenez à l'emploi, si jamais ça arrive, ou à la fin de la prestation qui est prévue dans votre régime, vous allez recevoir l'assurance invalidité de longue durée. Dans le régime qui est proposé maintenant, il y a un changement au niveau de la durée de la protection de l'assurance salaire de courte durée et celle de l'assurance salaire de longue durée. Donc, si jamais vous tombez encore une fois dans le nouveau régime, si vous devenez invalide, les 4 premières semaines, c'est toujours sur la continuité de salaire et eux ne changent pas. Rendu à la 5e semaine et en fait, les 22 semaines suivantes, là, comme vous pouvez voir là, ici, ça va être maintenant le régime d'assurance salaire de courte durée qui va s'appliquer. Donc, de la 5e jusqu'à la 26e semaine, c'est cette prestation-là qui serait versée. Et à compter là, de la 27e semaine et plus, ça va être l'assurance salaire de longue durée là, qui va commencer. Donc, vous allez voir aussi, on va parler tantôt là, de délai de carence là, au niveau de l'assurance salaire de longue durée. Le délai de carence, finalement, en assurance, c'est le moment entre le début de l'invalidité et le début des prestations de la garantie en question. Présentement, par exemple, ici, on ne l'a pas indiqué pour l'invalidité de courte durée, mais le délai de carence, finalement, c'est 4 semaines. C'est vos 4 semaines de continuité de salaire que vous recevez là, avant que cette protection-là commence. En assurance salaire de longue durée, mais à ce moment-là, c'est 5 semaines présentement, les 4 semaines de continuité de salaire plus la semaine de courte durée. Et dans le nouveau régime qui va être offert, ça va être les 4 semaines de continuité plus les 22 semaines de courte durée, donc un délai de carence de 26 semaines. Tout ça pour dire qu'il n'existe pas de trou. Toutes les semaines, vous allez recevoir un certain montant, mais ce montant-là, maintenant, va être différent selon les semaines ou le nombre de semaines que vous êtes invalide. Donc, si on revient maintenant à l'assurance invalidité de courte durée, une des modifications importantes, c'est au niveau de la prestation qui est versée lorsque vous êtes invalide. C'est une prestation qui est imposable, puis c'est vrai dans votre régime actuel et dans le régime proposé. Présentement, la prestation qui a été déterminée, c'est une prestation, la présentation que vous avez présentement, c'est une prestation de 85 du salaire brut. Qu'est-ce qui est proposé dans le régime par l'employeur? Ça va être plutôt une prestation de 70 du salaire brut. Donc, naturellement, c'est quand même une perte importante là, de 15 du salaire brut. Par contre, naturellement, comme François mentionnait un peu plus tôt, ici, il va y avoir des réductions, mais des réductions aussi, ça vient avec une baisse de prime là, au niveau là, de la tarification que vous devez payer là, à chaque semaine là, en tant qu'employé. L'autre élément, comme que je viens de mentionner, c'est la durée de la protection. Présentement, l'assurance invalidité de courte durée ne dure qu'une semaine. Maintenant, elle durerait 22 semaines. Ce changement-là va aider aussi beaucoup là, à deux choses. La première, ça va être de favoriser le calcul des avantages imposables.
On appelle ça aussi l'optimisation fiscale qui est faite. En fait, vu que c'est une protection qui est imposable, malgré le partage qui existe, au point de vue fiscal, on peut, je veux dire, on peut euh, faire en sorte que l'employeur va payer jusqu'à concurrence de ce qui est prévu au niveau du partage, là, à peu près 50 de couvrir entièrement cette prime-là. Et ici, mais au niveau de autant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement provincial, c'est une prestation ou c'est un avantage qui est non taxable. C'est vrai pour l'assurance salaire de courte durée et aussi l'assurance salaire de longue durée. Par contre, il faut que les prestations soient imposables. Donc ici, c'est seulement sur l'assurance salaire de courte durée que ça peut s'appliquer. L'assurance salaire de longue durée, elle est non imposable, donc c'est entièrement à la charge de l'employé. C'est la loi qui oblige ça. L'autre chose aussi que ça favorise, en fait, vu que c'est toujours en raison que c'est une prestation imposable, ça veut dire que l'employeur peut verser une partie de cette prime-là. Ça va venir favoriser le partage de la prime pour les employés qui ont une protection exemptée en assurance maladie et éventuellement assurance dentaire si on va avec le nouveau régime. Donc, qu'est-ce que ça fait en sorte? C'est que, comme je venais de mentionner, mais l'assurance invalidité de longue durée est entièrement à la charge des membres minimalement. Donc, présentement, celui qui a une protection exemptée, mais il paye environ 85 de sa prime. L'autre 15 est payé par l'employeur, justement, parce qu'il n'a pas le choix là, de payer cette protection-là de longue durée. Maintenant, vu que la protection de longue durée commence plus tard, qu'elle vaut moins, et vu que la protection d'assurance salaire de courte durée, elle dure plus longtemps, celle-ci va avoir une valeur plus importante. Donc, ça va permettre d'avoir un partage beaucoup plus près du 50-50 pour ces personnes-là. Juste à titre informatif, présentement, le nombre de protections exemptées là, à travers vos groupes, c'est de l'ordre d'environ 25 pour tous les membres. Si on continue maintenant, juste afin d'illustrer le tout avec un exemple, toujours basé sur un salaire annuel de 80 000. Si on regarde ici la première colonne, là, comment c'est calculé, là, je parlais tantôt de salaire brut. C'est intéressant de savoir aussi qu'est-ce que ça donne au net finalement, là, parce que vous avez sans doute vu que dans vos prestations d'assurance salaire, mais la courte durée, c'est déterminé sur du salaire brut, alors que l'assurance salaire de longue durée est déterminée sur du salaire net. Donc, si on fait l'exemple de quelqu'un qui gagne 80 000, mais le montant hebdomadaire brut, c'est équivalent de 1 538 ici, c'est un membre actif, là. Ensuite de ça, il faut venir enlever sa cotisation au régime de retraite, le RCR, et sa cotisation au régime d'assurance. Dans notre exemple, on a supposé que la cotisation de l'employé au régime de retraite était de 9,5 qui équivaut à 7 600 par année, là, ici, et que la prime annuelle versée par l'employé au régime d'assurance était de l'ordre de 2 000 là, qui équivaut à peu près à une protection individuelle présentement. Donc, si on ramène ça par semaine, c'est une déduction là, de 185 pour les cotisations des différents régimes pour un membre actif. Ensuite de ça, il faut venir enlever les montants de cotisation pour les charges sociales, la RQ, l'assurance emploi et le RQAP. Ici, j'ai fait d'exemple avec les paramètres de l'année 2024. Là, et naturellement, c'est une moyenne sur l'année. Naturellement, des fois, on paie un peu plus vite là, ces éléments-là. Puis éventuellement, là, lorsqu'on atteint le maximum, on arrête de contribuer là, en cours d'année. Là, ici, c'est vraiment la moyenne sur l'année, tout simplement. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près 107 dans notre exemple. Et une fois qu'on a enlevé ces montants-là, il faut aussi enlever le montant d'impôt fédéral ou provincial qui serait de l'ordre de 344 Donc, quelqu'un qui gagne 1 538 de salaire brut par semaine aurait un salaire hebdomadaire net de 902 Maintenant, dans votre régime actuel, la prestation d'invalidité était quand même très généreuse car il faut juste pas oublier qu'une fois qu'on devient invalide, on arrête de cotiser au régime de retraite et aussi on arrête de verser sa prime
au régime d'assurance. De même que tous les autres charges sociales, la RRQ, l'assurance emploi, RQAP, ces montants-là aussi arrêtent d'être prélevés. Donc, présentement, là, avec le pourcentage que vous aviez, la prestation devenait qui était une prestation brute, là, ici, là, à 85 du salaire net. Mais une fois qu'on prélevait l'impôt, on se retrouvait avec un montant supérieur là, au salaire d'un membre actif, qui était aussi une des raisons pourquoi que l'employeur voulait changer cette disposition-là là, pour que finalement que ça soit à quelque part en assurance, on dit que c'est un incitatif au retour du travail. Là, finalement, normalement, quelqu'un d'invalide ne devrait pas gagner plus que lorsqu'il est au travail. Le montant qui est proposé maintenant, c'est un 70 là, du salaire annuel. Donc ici, on ferait le même exercice, ça donne un 1077 brut. Par contre, on prélève l'impôt. Donc, il en résulte là, un montant hebdomadaire net ou une prestation nette d'invalidité de courte durée de 874 $. Juste à noter ici, dans le régime actuel, comme je venais de mentionner, la durée elle a changé. Ce paiement-là était seulement pour une semaine. Maintenant, ce paiement-là serait pour 22 semaines avec le régime proposé, qui est quand même très près aussi de votre régime actuel d'assurance salaire de longue durée. Mais naturellement, l'assurance salaire de longue durée, elle peut perdurer beaucoup plus d'années. Ici, il serait limité là, pendant les 22 semaines. Donc, si on continue maintenant avec l'assurance invalidité de longue durée, encore une fois, il y a eu des modifications qui ont été proposées. Au niveau de la prestation d'invalidité, elle est non imposable. Présentement, vous avez une prestation de 89 du salaire net. Donc, dans l'exemple, puis on va le voir aussi là, après, là, dans l'exemple qui était plus tôt, mais on a tout simplement multiplié 89 fois le salaire net d'un membre actif. C'est comme ça qu'il est prévu aussi le calcul du salaire net dans votre dépliant d'assurance invalidité. En fait, c'est vraiment le salaire brut, moins les impôts, moins la cotisation aux différents régimes, régime retraite, régime d'assurance, moins les cotisations pour les charges sociales. C'est ça qui donne le salaire net. Et ensuite, on doit appliquer le pourcentage tout simplement. Je le sais que dans le non-mandat ou l'employeur a envoyé un sommaire des modifications. Vous a déjà peut-être mentionné qu'un employé en long terme gagne plus que 89 du salaire net. Puis là, il y avait une approche avec le revenu net. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec cette approche-là. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait l'exercice sur une année seulement. C'est-à-dire qu'un participant qui devient, par exemple, invalide le 1er juillet pourrait en effet, ben, mettons, je vais mettre ça un peu plus tôt, le 1er juin, pourrait en effet recevoir, il va avoir un certain montant, une certaine partie de l'année qui va avoir un salaire comme un membre actif. Après ça, il va avoir sa semaine d'invalidité de courte durée qui était déjà un petit peu mieux qu'un participant qui a un salaire actif. Et après ça, il y avait le long terme qui commençait. Et qu'est-ce qu'il faisait, Normandin, dans son exemple? Ben, il disait que sur la première année, un employé qui tombe à long terme va avoir un revenu, aussi un salaire basé sur le salaire net qui est quasiment égal ou aussi important que le salaire d'un membre actif. C'est peut-être vrai seulement pour la première année, mais si jamais on est invalide, par exemple, pendant 5 ans, ben, pour les 4 années pleines d'invalidité, ben, ça va être vraiment 89 du salaire net déterminé là, au moment de l'invalidité. Donc, juste pour perdre de vue, que Normandin semble dire ici que la prestation d'invalidité était plus généreuse. C'est peut-être vrai si votre invalidité demeure courte là, sur une année, mais ce n'est pas vrai une fois là, que vous dépassez l'année. Après l'année, c'est vraiment les pourcentages qui sont indiqués. On en a parlé tantôt, le délai de carence. En fait, le délai de carence, c'est la période, comme je mentionnais, là, entre votre début d'invalidité et le début des paiements de l'assurance salaire de longue durée. Donc, puis durant cette période-là, ben, vous recevez la continuité de salaire puis l'assurance salaire de courte durée. Donc, celle-ci, vu que la durée de la courte durée a changé, mais naturellement, le délai de carence de la longue durée change aussi en conséquence. Elle commençait après 5 semaines. Maintenant, elle va commencer après 26 semaines. Une dernière modification aussi, c'est au niveau de l'indexation.
Présentement, la prestation est indexée à chaque année selon l'IPC jusqu'à concurrence de 6%. Il est proposé présentement de modifier cette indexation-là, toujours basée sur l'IPC, mais jusqu'à un maximum de 3%. Personnellement, là, bon, je suis encore jeune aussi, mais des années de 2000 à 2020, là, comme j'indique ici, l'IPC au Québec a toujours été en bas de 3%. Donc, même si vous auriez eu cette indexation-là basée sur un maximum de 3%, vous auriez eu droit à la pleine indexation. Seulement en 2021, surtout 2022 et 2023, que l'IPC a été supérieur à 3%. Naturellement, les économistes s'attendent, on nous dit toujours là, que l'IPC va revenir sur la normale. Déjà, on voit que l'IPC a baissé là, par rapport à 2022, mais elle demeure quand même assez élevée. Par contre, pour moi, ça ne demeure peut-être pas un élément si important là, sur une longue période. Vu comme on a pu voir là, au cours entre 2000 et 2020, là, normalement, cette modification-là n'aurait eu aucun impact. C'est seulement vrai pour ceux qui ont été invalides là, les 2 ou 3 dernières années. Donc, aussi, mais comme je vous le mentionnais, mais c'est encore une fois, là, c'est la modification qui est importante, mais c'est la baisse de la prestation. On parle d'une baisse là, de 14% du salaire net. Par contre, cette baisse de prestation-là, elle ne commence plus après 5 semaines, elle va commencer après 26 semaines. Donc, si on fait encore le même exemple que tantôt, toujours basé sur un salaire annuel de 80 000, on arrive toujours aux 902 là, que j'ai montré de salaire net. Donc, si on applique, une fois qu'on a déterminé ce salaire net, mais on applique tout simplement là, les pourcentages, le 89% ou le 75% sur ce salaire-là, et c'est la prestation qui serait versée là, à chaque semaine là, pour un participant qui est invalide en longue durée. Donc, maintenant, on va passer à l'assurance maladie, les soins dentaires, soins de la vue, etc. Il y a aussi une modification qui est très importante à la baisse, c'est au niveau de la coassurance. La plupart des remboursements dans votre régime présentement sont à 90%. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une facture, on va dire pour un psychologue, là, de 100 mais le régime rembourse 90 et vous devez payer 10 Maintenant, la coassurance, tant pour le module A que le module B qui a été présenté, elle serait de 80%. Donc, le 10% ici d'écart entre le 80 et le 90, c'est à la charge, c'est à la charge des membres. Une autre chose qui a été rajoutée, c'est une franchise pour les médicaments et ce, par prescription. Puis ici, quand on parle de prescription, admettons qu'on va chez le médecin qui nous prescrit un médicament à prendre pendant 1 an et qu'on doit aller renouveler à la pharmacie à chaque mois. En fait, c'est ça, c'est le renouvellement à la pharmacie. Là. Donc, il y aurait un montant, une franchise à payer à chaque mois pour ce médicament-là auprès de la pharmacie. Présentement, vous n'avez aucune franchise. Maintenant, dans le module A, il y a une franchise de 5 qui a été proposée et dans le module B, une franchise de 2 Donc, toujours, si on regarde ça par mois, ben, ça veut dire que c'est 5 fois 12 mois, ça coûte 60 de plus par année avec le module A, et en plus de la perte là, de 10%. Et dans le module B, ben, c'est 2 fois 12. Naturellement, on conseille toujours d'essayer d'avoir auprès de sa pharmacie des renouvellements aux 3 mois. Et si c'est le cas, mais là, ça ne serait plus par mois, mais ça serait au trimestre, là, donc 4 fois par année là, que la prescription devrait être versée. Un autre changement aussi, c'est au niveau des professionnels de la santé. Et juste avant d'en parler, il y a la notion d'un maximum admissible et d'un maximum remboursable là, qui a été changé. Présentement, vous avez des maximums admissibles. Ça, un maximum admissible, en fait, comme on va dire pour le psychologue, c'est 500 Mais dans les faits, le régime va rembourser jusqu'à 450 au maximum. Il faut appliquer le 500 fois la coassurance. Donc, c'est vraiment 500 fois 90 qui donne le 450
Maintenant, la notion d'admissible serait remplacée par des montants remboursables. Donc, toujours par exemple pour le psychologue, le montant a été augmenté là, à 2 000 $. Donc, le régime couvrirait vraiment là, jusqu'à 2 000 $. Ce n'est pas 2 000 $ fois 80%. C'est vraiment le montant qui va être indiqué là, soit dans vos brochures ou dans le contrat du régime. Une autre chose maintenant au niveau des psychologues, avant vous aviez seulement le psychologue selon vos brochures actuelles. Maintenant, cette classe-là serait plus large aussi. Il y aurait les psychoéducateurs, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, bref, tous les types de psychologues. Pratiquement, la seule affaire, c'est l'ensemble. Le 2 000 $ couvre l'ensemble des psychologues. Donc, c'est vraiment mettons, si on doit aller voir un psychoéducateur et un psychologue, mais c'est vraiment la somme des deux là, qui va être couverte jusqu'à 2 000 $. Une autre chose aussi, toutes les protections aussi là, qui ont des montants maximum, c'est offert à chaque membre de votre famille. Donc, si vous avez un conjoint ou des enfants qui doivent aller voir des soins, qui ont besoin des soins aussi de psychologique ou tout autre soin, là, qui ont un maximum, le maximum qui s'applique, il va être individuel, il va être par personne. Donc, vous allez avoir votre propre maximum, puis votre conjoint va avoir son propre maximum, même chose pour les enfants. Donc, ensuite, il y a aussi une modification qui a été faite au niveau des physiothérapeutes. Présentement, le régime actuel, il n'a aucun maximum. Donc, c'est quand même un plus. Il n'y avait pas de limite là, au montant qu'on pouvait demander. Là, maintenant, dans le module A, le montant serait limité à 750 $ et dans le module B, à 1500 $. Ensuite de ça, il y a aussi l'audiologiste et l'orthophoniste qui a été changé. Présentement, vous aviez 500 $ par spécialiste. Maintenant, il serait offert là, tant dans le module A que dans le module B, 750 $ par spécialiste. Donc, vous avez vraiment 750 pour l'audiologiste et un 750 pour l'orthophoniste. Et finalement, pour tous les autres professionnels, c'est environ un 500 $ par spécialiste. Là, il y a une petite différence pour les psychanalyses, mais les psychanalyses, elles, qu'est-ce qu'on comprend actuellement, c'est qu'elles demeurent les mêmes, au même montant. Donc, pour les autres professionnels comme un chiro, un massothérapeute, vous aviez droit à 500 $ par spécialiste. Maintenant, dans le module A, ça serait un montant de 750 $, excluant le massothérapeute. Et aussi, qui est un changement assez important, c'est combiné. Donc, si par exemple, vous allez voir un chiropraticien et le massothérapeute la même année, mais vous allez être limité à 750 $ là, pour la somme de ces factures-là. Dans le module B, on parle d'un montant de 1500 $ qui va être permis pour l'ensemble des spécialistes. Par contre, ça inclut aussi, là, inclus dans le 1500 là, ici, là, un 500 $ ben, jusqu'à un montant de 500 $ pour le massothérapeute. Ensuite, une chose qui a été rajoutée maintenant dans le module B, c'est les soins de la vue. Donc, on parle d'un examen aux 12 mois qui serait permis. Normalement, c'est vraiment le coût d'un examen. Là, juste un petit détail, ça aussi, je n'ai pas parlé, là, mais souvent, les assureurs ont des maximums usuels et coutumiers. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver avec une certaine facture. Puis on va dire 140 $ mais que selon l'assureur, cette facture-là est un peu trop élevée. Le montant serait, par exemple, limité à 120 $, puis c'est sur 120 $-là qu'on appliquerait ensuite le 80 ou 90 là. Par contre, donc, si je reviens maintenant là, aux soins de la vue, vous avez quand même droit à le coût d'un examen que je vais dire standard une fois aux 12 mois. Et pour les lunettes, les lentilles et correction laser, il y a un montant de 200 $ prévu là, aux 24 mois. Ensuite de ça, une autre chose qui a été rajoutée, et ça ici, c'est seulement dans le module A, c'est un compte de gestion santé. Un compte de gestion santé, pour ceux qui sont moins familiers, ça vient couvrir des dépenses d'assurance santé ou de maladie, dentaire, soins de la vue, bref, tout ce qui est en lien avec votre santé habituellement. Et ce montant-là peut être utilisé même pour des choses qui ne sont pas prévues dans le régime ou pour venir payer des différences ou d'un certain montant qui n'a pas été payé par le régime parce que vous avez atteint le maximum. Par exemple,
Le physiothérapeute, il y avait un maximum de 750 $. Supposons que ma facture a été de 1000 $ au total. Mais le régime me rembourserait le 750 $ et la différence, là, le 250 $ manquant, pourrait être pris là, dans le compte de gestion santé. Normalement, là, ici, ils ne l'ont pas spécifié, mais c'est quand même une liste qui est assez large. Là. Normalement, là, avec tous les assureurs, ils se collent sur cette liste-là. C'est la liste des frais médicaux admissibles selon l'ARC. On est disponible sur le web. Vous allez voir là, quand même plusieurs types de soins là, qui peuvent être remboursés. Une autre chose aussi, comme vous voyez, là, le maximum annuel permis est de 520 $. Donc, naturellement, vous pouvez utiliser jusqu'à 520 $ par année. Et une chose qui nous a été confirmée, si jamais il y a un montant qui a été inutilisé ou qui n'a pas été du tout utilisé, ce montant-là est reporté l'année suivante. Donc, le 520 $, vous allez recevoir un 520 $ à chaque année et ce 520 $-là va être bon sur 2 ans. Et après les 2 ans, naturellement, si jamais vous ne l'avez toujours pas utilisé, mais là, le montant serait effacé. Et une dernière note, c'est au niveau de l'admissibilité, le 520 $, lui, comparativement à tous les autres maximums ou les autres protections dans votre régime, il est bon pour l'ensemble de la famille. Ce n'est pas par individu, c'est vraiment pour la totalité de la famille. Vous pouvez l'utiliser soit pour votre conjoint, pour vos enfants, mais vous allez aussi perdre cette différence-là là, dans le 520 $. Finalement, une dernière modification, c'est au niveau des soins dentaires. Dans le module A, il n'est pas offert. Par contre, dans le module B, le régime est offert avec un examen aux 9 mois. On prévoit les remboursements des soins préventifs et des soins de base de l'ordre de 80 %. Les soins majeurs, c'est de l'ordre de 50 %. L'orthodontie, là, ce qui est broche souvent là, pour les enfants, malheureusement, ce n'est pas couvert. Et le maximum annuel qui pourrait être remboursé pour l'ensemble des soins mentionnés, c'est un montant là, de 1500 $. Et encore une fois, c'est un 1500 $ pour chaque membre de la famille. Donc, si on fait un peu le tour de l'assurance maladie et des soins dentaires, comme vous avez pu voir, là, il y a 2 modules qui est offert. Ça donne une certaine flexibilité pour le monde. Là. Des fois, malheureusement, il y en a qui vont avoir moins de revenus, qui ne pourront pas se permettre un module. Ben, ici, le module A va coûter quand même moins cher que le régime actuel. Donc, ça permet quand même de conserver une certaine assurance avec un coût moindre. Et aussi, l'autre avantage quand même des modules, c'est que vous allez avoir la possibilité de changer de module aux 2 ans pour les participants actifs. Donc, à chaque 2 ans, vous allez avoir l'option de vouloir changer ou non vos modules. Une chose à noter, pour les retraités, ici, c'est les retraités de moins 65 ans là, qui sont couverts par le régime. Les modules s'appliqueraient pour eux également et le choix devrait être fait au moment de la retraite et c'est un choix irrévocable. Donc, pour les futurs retraités, ça serait basé selon leur date future de retraite. Pour les retraités actuels aussi, cela va s'appliquer et le choix devra être fait là, si jamais vous allez de l'avant avec l'implantation du régime, puis il va être sûrement fait dans les premières journées au moment là, en même temps de faire son choix de module là, finalement pour tous les membres. Le membre, ensuite, doit mesurer ses dépenses annuelles régulières pour bien choisir le module. On va en reparler un peu dans le simulateur. Mais naturellement, vu que maintenant, il y a 2 modules, il y a un exercice quand même à faire. Là, puis on va essayer d'optimiser nos dépenses en considérant aussi la prime à payer. Bref, le simulateur permet ça. Il permet de voir, là, de rentrer un certain profil de dépenses. Il va venir mesurer aussi la prime à payer et il va déterminer comme ça entre le module A ou le module B lequel est le mieux. Présentement aussi, le simulateur permet de voir par rapport au module actuel. Malheureusement, vous allez voir, si jamais vous faites des tests, la plupart du temps, le module actuel risque d'être plus généreux, là, surtout à cause du remboursement à 90 % là, au lieu de 80 %. D'ailleurs, qui est le point suivant. Donc, comme je viens de mentionner, là, il y a quand même une modification importante à la baisse, là, surtout pour les médicaments.
et aussi, en fait, pour tous les frais. On parle maintenant d'un remboursement de 80% au lieu de 90%. Et en plus, pour les médicaments, il y a la franchise de 2 et de 5. On va voir un exemple là, à la page suivante. Et naturellement, comme je vous mentionnais, là, la différence là, est tout le temps payée à la charge des membres. Vous avez vu aussi, il y a certaines améliorations au niveau de certains professionnels. C'est dur à dire si c'est mieux ou c'est c'est pire qu'avant. Ça va dépendre vraiment de la situation de chaque personne là, pour ses besoins. Naturellement, comme vous avez vu, les soins psychologiques ont quand même été beaucoup bonifiés. Là, donc, c'est quand même bien pour ces personnes-là qui en ont besoin. Malheureusement, il y a eu quand même une coupure pour d'autres professionnels. Ensuite de ça, dans le module B, mais il y a l'ajout des soins de la vue et les soins dentaires, qui demeurent quand même une protection raisonnable là, pour l'introduction d'une nouvelle garantie. Mais naturellement, est un peu à la charge des membres. Encore une fois, ici, on marque en partie. On va le voir un peu plus loin dans la prochaine section au niveau du partage. En fait, l'employeur va payer 100% 50% du module A, même si on prend le module B, plus l'équivalent de 100% du compte de gestion santé. Donc, dans le fond, il va payer 50% de la prime prévue du module A pour la maladie, plus le 520 là, même si on prend le module B. L'autre chose aussi, le compte de gestion santé, on vient d'en parler, il vient donner une certaine flexibilité pour les membres, là. Donc, celui qui a le module A, même s'il n'y a pas de soins dentaires ou pas de soins de la vue, mais il pourrait quand même utiliser ce montant-là pour aller faire ses examens. Ça couvre, comme je disais, là, quand même plusieurs types de soins là, médicaux qui est comme prévu à la liste là, des frais médicaux de l'ARC. Aussi, l'autre chose qui nous a été mentionnée, ce montant-là serait indexé aux 5 ans, c'est-à-dire que votre 520 serait bon là, de 2026 jusqu'à 2031. Après ça, il serait indexé. On n'a pas encore nécessairement la forme d'indexation. À date, on prévoit que ça pourrait suivre l'IPC au cours des cours des 5 dernières années. Là. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Finalement, je l'ai mentionné aussi au début, si je n'ai pas parlé d'une modification là, pour des autres soins, c'est qu'il n'y a pas de changement. Là. Donc, tout ce qui n'a pas été mentionné, qui existe dans votre régime actuel, devrait demeurer là, dans le régime proposé. Finalement, un petit exemple là, d'un remboursement d'un médicament. Supposons qu'on a un médicament qui coûte 100 mais présentement, dans le régime actuel, le régime va payer 90 90% du coût. Et les participants, le participant va devoir verser la différence ici là, de 10 Maintenant, avec le module A, si on fait le même exercice, il faut déduire la franchise de 5 donc on tombe à 95 et ensuite on applique le 80 donc le régime viendrait rembourser 76 et la différence, là, le 19, le 24 serait finalement à la charge du membre. Et on peut faire le même exercice avec le module B. La seule différence, c'est la franchise. Au lieu de 5 elle est de 2 Donc, c'est à peu près là, 78 qui seraient remboursés par le régime et la différence devrait être payée par le membre. Et comme qui est mentionné ici, euh, pour ceux qui prennent le module A, qui prendraient le module A, ils pourraient verser cette différence-là, là, la totalité, là, même le 24 pourrait être pris là, dans le compte de gestion santé. Donc, si on passe maintenant à la prochaine section, c'est au niveau du partage de la prime. Présentement, votre régime il est partagé 50-50 sur l'ensemble des garanties, en fait, pour la vie et le décès mutilation accidentelle, l'invalidité de courte durée, l'invalidité de longue durée et la protection d'assurance maladie. Maintenant, dans le nouveau régime, le partage demeurait pour l'assurance vie et l'assurance DMA.
Même chose pour l'assurance invalidité de courte durée et l'invalidité de longue durée. Mais comme je mentionnais un peu plus tôt, maintenant, peu importe son choix de module, qu'on prenne le module A ou le module B, l'employeur va verser 50% du coût du module A plus 100% de la valeur du compte de gestion santé maximum, là, donc 520 présentement. Euh, Comme je mentionnais aussi un peu plus tôt, la prestation d'invalidité de longue durée, elle est non imposable. Donc, par la loi, les employés doivent verser minimalement la valeur de cette prime-là, malgré le partage. Puis c'est ça qui fait en sorte, comme je mentionnais, que présentement, pour les personnes exemptées, ben, ils payent, en pourcentage, ils payent une proportion beaucoup plus importante là, qu'un 50-50, malgré qu'en dollars, c'est quand même moins qu'une protection individuelle ou familiale. Mais avec le changement qui a été proposé à l'invalidité de courte durée, de longue durée, ben, on vient un peu corriger ça, puis on va voir l'exemple tout de suite après. Toutes les protections facultatives sont à la charge des membres comme avant, donc l'assurance vie facultative ou si vous avez des protections facultatives là, pour vos membres, là, souvent c'est de l'assurance vie là, finalement, sont à la charge des membres comme avant. Il n'y a pas de modification à ces protections-là. Le membre qui choisit ben, le module B va payer la différence entre la prime du module B et du module A selon sa protection choisie. Naturellement, le montant est différent pour une protection individuelle, familiale, couple ou monoparentale. Donc, c'est vraiment la différence entre le coût de la prime du module B et ce montant-là, le 50% du module A plus 100% du compte santé, basé sur la protection que le participant va devoir verser en plus. Donc, ici, on a l'exemple du partage de la prime selon votre régime actuel. C'est toujours pour quelqu'un qui gagne 80 000 par année. Je vais passer assez rapidement. En fait, les premières lignes, là, c'est vraiment la prime annuelle avec taxe. La taxe sur une prime annuelle d'assurance collective, est de 9 là, au Québec. Et elle est incluse là, dans les montants, là, est incluse dans les montants là, qui sont indiqués ici. Donc, par exemple, la prime pour un participant qui choisit la protection individuelle, elle va être de l'ordre de 4 452 là, pour quelqu'un qui gagne 80 000. Et ensuite, on applique le partage 50-50. Donc, le participant va verser ici 2 226 et l'employeur va verser la même chose. On pourrait faire le même exercice pour la protection monoparentale, la protection couple et aussi la protection familiale. Naturellement, qu'est-ce qui fait augmenter la prime totale? C'est la prime d'assurance maladie. Là. Plus que la couverture est grande pour les membres de la famille, plus que la prime augmente. Et finalement, la dernière colonne, c'est la protection pour une personne qui est exemptée en assurance maladie. Et présentement, la prime d'assurance salaire de longue durée, comme vous pouvez voir, là, est quand même très imposante là, par rapport à la prime totale. Donc, le membre doit minimalement verser cette valeur-là. On ne peut pas appliquer le partage 50. Donc, celui-ci se trouve à verser 1 883 ou environ 84 de la prime. Une dernière note, dans les exemples, c'est basé sur les taux de prime de juin 2023. Les exemples qu'on va voir après, c'est des exemples proposés, toujours basés sur des taux d'aujourd'hui ou de juin 2023, là, au moment qu'ils ont présenté là, finalement les nouveaux régimes. Naturellement, le régime il est prévu, si jamais vous avez de l'avant, d'être implanté le 1er janvier 2026. Donc, naturellement, il va y avoir un calcul de la prime si jamais on implante le nouveau régime. Donc, il ne faut juste pas oublier que présentement, c'est des chiffres d'aujourd'hui. Ils ne seront sans doute pas maintenus, là, puis c'est la même chose aussi pour votre régime actuel. C'est normalement les primes, la plupart des primes sont basées sur l'expérience propre du groupe, là, sont les réclamations que vous faites. On pourrait s'attendre à des hausses ou peut-être des baisses si ça va bien, mais présentement, en assurance maladie, là, c'est quand même des hausses qui peuvent être assez salées là, au cours des dernières années. Donc, si maintenant on fait le même exercice, mais pour le module A qui est proposé, ben, avec le régime proposé avec le module A, on se retrouve avec une prime qui est légèrement plus basse, excusez-moi, que le régime actuel.
Ensuite de ça, on applique le partage qui est prévu, donc 50% là, de la vie et du DMA à verser par l'employeur et les employés. Même chose pour l'assurance salaire de courte durée, l'assurance salaire de longue durée. Par contre, au niveau de l'assurance maladie, et ici avec le module A, vous avez le droit au compte de gestion santé, l'employeur va verser 50% de la prime d'assurance maladie plus 520 $. Donc, comme vous voyez, là, avant, on avait un partage 50-50, mais pour ceux qui vont avoir le module A, vont devoir débourser légèrement moins que l'employeur, là. Bon, on va dire que c'est autour de 55% pour l'employeur et environ 45% pour l'employé. Pour la protection exemptée, mais en ayant fait en ayant une modification à l'assurance salaire de courte durée puis l'assurance salaire de longue durée, mais celle-ci vient d'être diminuée de beaucoup. Donc, c'est ça qui permet d'avoir un partage beaucoup plus près du 50-50 pour ces employés-là. Et si on fait le même exercice avec le module B, mais là, la prime, c'est le contraire, elle est légèrement supérieure en fait, elle est supérieure au régime actuel. C'est pratiquement 1 000 $ de plus pour une protection familiale. C'est un peu moins là, pour les autres protections. Donc, encore une fois, on applique le même partage. En fait, si jamais on compare, si jamais vous voulez comparer les deux tableaux, vous allez voir que la part employeur n'a pas bougé. Pour la même raison que j'ai mentionné avant, en fait, l'employeur va couvrir 50% du coût du module A plus 520 $. Donc, sa part ne changera pas. Donc, la différence, elle, est payée par les membres. Pour une protection individuelle, l'employé va verser encore un peu moins que l'employeur à cause de ce 520 $, justement. Et pour les autres protections monoparentales, couple, famille, mais là, ça va être l'inverse. Ça va être quasiment 55% versé par les employés et 45% par l'employeur. Pour la personne exemptée, ben, il n'y a aucun changement ici. Là, dans notre exemple, là, ils versent exactement la même chose parce que le module OB ne s'applique pas pour eux. Donc, une dernière section, c'est le simulateur ou les modules du régime d'assurance. Vous avez accès présentement à un lien qui vous permet d'utiliser le simulateur maintenant. Je vous encourage aussi fortement à aller l'utiliser. Non seulement il aide pour déterminer si le module A ou le module B lequel des deux modules serait le plus avantageux pour vous, mais en même temps, il présente aussi qu'est-ce que le régime actuel paierait. Donc, ça pourrait vous aider aussi à faire votre choix. Est-ce que vous voulez aller de l'avant? François, sûrement, vous avez peut-être déjà eu des questions, là, mais François va peut-être pouvoir vous en parler. Éventuellement, vous allez avoir un choix à faire. La prochaine étape, c'est de faire le choix. Est-ce qu'on veut aller de l'avant avec le nouveau régime ou on veut conserver le régime actuel? Si jamais vous allez de l'avant avec le nouveau régime, là, à ce moment-là, le régime actuel n'existera plus. Il va falloir aller choisir le module A ou le module B. Mais si jamais le régime ne va pas de l'avant, mais à date, c'est le régime actuel là, qui demeure. Bref, l'outil permet présentement de vous aider là, à faire un peu ce choix-là. Naturellement, il n'est pas parfait. Je dirais qu'il est utile pour des réclamations standards, le profil standard de réclamation. Si jamais vous pensez là, que votre situation est peut-être trop précise, peut-être demander de l'aide à votre syndicat. Là, ils vont peut-être pouvoir vous référer à quelqu'un qui pourrait vous aider. Mais l'outil, malheureusement, il ne permet pas de faire chacune des situations. Là. Il a été travaillé justement par Normandin Baudry aussi. Il est quand même assez malléable. On a fait des tests. Mes tests sont quand même assez satisfaisants là, à savoir lequel des modules A ou B était le mieux. Puis comme je mentionnais un peu plus tôt, là, si vous comparez là, toujours versus le module actuel, vous allez trouver souvent que le module actuel il est sans doute mieux, le moindrement qu'on a beaucoup de médicaments à payer à chaque année. Ça a un impact là, important là, à cette modification-là. Bref, donc le simulateur, qu'est-ce qui est bon à savoir, c'est un outil qui vous permet justement de mesurer le module à prendre en fonction de vos dépenses en assurance maladie, dentaire, etc. et de la prime à verser. Il va tenir compte du total de qu'est-ce que le régime va payer, qu'est-ce que vous allez devoir payer de vos dépenses, incluant la prime à verser. Et selon le résultat, ben, il va déterminer si c'est le module A ou le module B qui est le meilleur. Donc, comme je mentionnais, au niveau de l'assurance maladie et dentaire, vous allez voir là, dans une des étapes,
Vous allez voir la différence entre le module actuel, le module A et le module B. Une fois que vous continuez dans les étapes, vous allez aussi avoir la chance d'entrer certaines autres informations pour soit votre salaire, pour avoir la prime d'assurance vie, le DMA. Est-ce que vous voulez est-ce que vous avez de l'assurance qualitative dans votre dossier et aussi l'assurance invalidité. Il n'y a pas vraiment. Le module ne sert, le simulateur ne sert pas nécessairement là, à savoir quelle prime qu'on paye, mais il donne quand même une indication de la prime qui devrait être versée basée sur le nouveau régime seulement. Ici, ça ne montrera pas selon le régime actuel. On l'a demandé, malheureusement, ils ne veulent pas rajouter cette partie-là. On le voit seulement pour l'assurance maladie. N'empêche pourquoi cette information-là est demandée, mais elle permet aussi de voir la prime à payer avec le module A ou le module B, incluant les autres protections. Et elle va faire aussi également un estimé de l'avantage imposable à payer. L'avantage imposable, finalement, c'est la part employeur qui devra être déclarée là, sur votre revenu d'impôt à la fin de l'année, donc qui va être réparti là, avec l'optimisation fiscale. Finalement, bon, un point quand même important, là, le simulateur n'envoie aucune information à l'assureur et à l'employeur. C'est vraiment un outil confidentiel pour vous. Et vous pouvez aussi faire le nombre de simulations que vous voulez. Donc, comme je vous dis, je vous encourage fortement là, à essayer de l'utiliser pour vous familiariser avec l'outil. Aussi, pour vous aider au travers du simulateur, donc, quand que le simulateur vous demande le coût total ou les frais admissibles, ces montants-là font tout le temps référence au coût total sur la facture. Par exemple, quand vous allez à la pharmacie, souvent, on voit le détail en bas, mais c'est vraiment le montant initial, le montant total qui est demandé, là, et non une fois qu'on a appliqué la franchise ou la coassurance, là, on ne rentre pas 5 là, mettons que le médicament, mettons dans mon exemple de 100 on ne rentrerait pas 10 de réclamation, c'est 100 qu'il faut rentrer pour ce médicament-là. L'autre chose aussi qu'ils vont des fois vous demander, c'est le nombre de prescriptions. Comme je mentionnais, une prescription pour un médicament, ça équivaut à un renouvellement à la pharmacie. Donc, on aurait 12 prescriptions pour un médicament qu'on prend mensuellement, 4 prescriptions pour un médicament qu'on prend trimestriellement, puis une prescription si on prend un médicament très rarement. Et finalement, lorsque le simulateur demande le nombre de visites pour un professionnel, c'est basé sur une base annuelle, là. Donc, il faut vraiment voir combien de rendez-vous qui est prévu par année là, pour déterminer ce montant-là. Et aussi, il est très important de séparer les dépenses entre vous, votre conjoint et vos enfants. Pour vos enfants, c'est la somme des dépenses pour tous vos enfants ensemble, à l'exception des soins de la vue. Là, si jamais vous utilisez le simulateur, vous allez voir, il y a une option là, pour soins de la vue où on va devoir indiquer à qui ça s'applique au niveau des enfants. Mais autrement, c'est vraiment la somme des dépenses pour vos enfants. Ensuite de ça, il faut vraiment avoir la somme pour votre conjoint et la somme pour vous-même là, dans les différentes options qui sont demandées. Aussi, à une des étapes, là, je pense à la troisième étape, ils vont vous demander d'indiquer votre statut de protection là, à ne pas oublier, là, sinon on ne peut pas aller plus loin dans le module. Bref, c'est votre protection en maladie. Est-ce que vous avez une protection individuelle, monoparentale, couple, familiale ou vous êtes exempté? Finalement, nous, on a parlé un peu tantôt, entre guillemets, là, des dépenses régulières. Nous, on vous recommande de tout le temps considérer vos dépenses régulières seulement, là. Une dépense exceptionnelle pourrait venir peut-être fausser le choix du module pour vos besoins futurs. Par exemple, on s'est cassé une dent. C'est peut-être pas une réclamation à rentrer au niveau des soins dentaires, là. On ne risque pas de se recasser une dent dans le futur. Donc, c'est vraiment d'y aller sur une base de dépenses régulières.
Selon vos informations, le simulateur inscrira le module approprié pour vous. Vous allez le voir, là, il y aura une certaine colonne là, qui va. Sur mon ordi, c'est en gris, là. Je ne peux pas confirmer la couleur pour tout le monde. Mais tout ça pour dire, il va conseiller cette colonne-là selon cette couleur-là. Mais vous allez devoir quand même indiquer le module toujours dans le même tableau que vous voulez utiliser, le module A ou le module B. Sinon, encore une fois, là, je ne pense pas que vous allez pouvoir aller plus loin dans le programme. Et aussi, malgré que le régime ou que le simulateur vous propose de prendre un module A ou un module B, il n'y a rien qui vous empêche d'indiquer l'autre module malgré tout, là. Et finalement, bon, le simulateur, il tient seulement compte des dépenses et de la prime à verser. Donc, il va regarder la somme de tout ça ensemble. Il ne tiendra pas compte de vos revenus familiaux. C'est vraiment à vous de faire l'exercice ensuite, là, à savoir là, est-ce que cette prime-là demeure abordable pour moi ou non. Et finalement, de toujours revérifier ces données, faire une erreur de calcul, mettre un zéro de trop, là, naturellement, ça risque de fausser les résultats.